Bonjour à toutes et à tous. L'opposition béninoise va-t-elle tenir le pari de sa participation aux prochaines législatives? La date du 8 janvier 2023 est connue de tous. À mesure qu'elle approche, des tractations s'enchaînent, bien malin qui peut conclure l'heureuse finalité du dialogue entrepris par le médiateur de la République. Plusieurs équations en vue, à côté de la participation souhaitée de tous les partis politiques en règle à ces législatives. C'est aussi la question des 10% à réunir pour être éligible à la répartition des sièges au Parlement qui nourrit les débats actuels. Au total, 109 sièges à pourvoir pour le mandat parlementaire de transition. 3 ans, les partis politiques invités par le médiateur de la République, du moins ceux qui ont répondu à son appel, ne manquent pas de propositions et d'amendements pour des législatives inclusives et tout aussi apaisées et sans violence. Puis des propositions du parti Restaurer la confiance. Irénée Josias Agossa est l'invité de ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, vous avez été candidat à Colisté Malheureux à la dernière présidentielle, président du parti Restaurer la confiance, dont vous aviez porté la dynamique à cette élection qui a consacré le second mandat à Patrice Talon Rabel Para. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour Emmanuel Bossou, Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler politique et bien d'autres choses. J'ai bien envie qu'on aborde cette démarche du médiateur de la République, démarche qui a donc consisté à consulter, dois-je dire, l'information politique en règle en République du Bénin. De quoi il a été question exactement, puisque vous avez participé à cette rencontre? D'accord, merci. Je tenais d'abord à vous souhaiter bonne fête parce que c'était la fête des médias. Tout à fait. Hein, donc, le 3 mai dernier. Le 3 mai dernier, et vous savez, j'ai un attachement particulier, bien sûr, à cette fête, d'autant plus que ça permet de faire le point de l'état des médias dans notre pays et voir ce qui va bien, ce qui ne va pas. J'aimerais bien sûr vous souhaiter du courage pour ce qui me concerne et souhaiter que les moyens soient apportés à ces entreprises et pour que vous soyez vraiment autonomes. Parce que le véritable problème des médias aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas l'autonomie qu'il faut pour pouvoir jouer pleinement votre rôle dans le processus démocratique. Et nous avons ce problème. Vous demandez toujours que nous ne sommes pas présents. Mais nous n'avons pas les moyens, nous, matériels et financiers, d'être toujours présents. D'autant plus que ce n'est pas gratuit de paraître dans un journal aussi. Ce n'est pas comme en Europe, ce n'est pas comme partout et les gens sont autonomes. Non, il faut venir, donner quelque chose, etc. J'avoue que vous n'avez rien pris avant que je ne sois là. Mais ce n'est pas souvent comme ça. Donc, il faut cette autonomie pour permettre aux entreprises de presse d'être capables de jouer convenablement leur rôle dans un processus démocratique. Parce que vous êtes indispensable en matière d'information, de formation dans le pays. Est-ce que pour vous, donc, c'est la condition pour que la presse soit véritablement libre dans Absolument, une démocratie? nous l'avons dit. Pour que la presse soit libre, il faut que ces entreprises soient autonomes. Et que vous ayez l'accès libre à l'information, à la source d'information. Quand vous avez besoin de données, qu'on ait un lieu clair et que cela ne souffre pas de petites exigences, etc. Non. La presse doit être libre et permettre à ce que la société soit en règle. C'est à partir d'une presse libre que nous pouvons mener une lutte convenable face à la corruption. C'est la presse qui dénonce les abus et autres. Il ne s'agit pas des associations ou des organisations de lutte contre la corruption. C'est une aberration. Une presse libre et en tous ses moyens autonomes joue bien le rôle et arrive à dénoncer les abus et autres, les inégalités. Et vous allez voir, la société évolue convenablement et joue bien son rôle aussi dans le processus du développement de son pays. Donc c'est clair qu'il ne faut pas oublier ça et sachez que pour nous autres, le combat serait mené au Parlement si le peuple nous donnait ce mandat et que nous allons apporter les lois qu'il faut de manière à ce que ce pouvoir soit un véritable pouvoir dans le cadre de l'exercice de votre métier, et que cela soit... D'accord, on considère ce développement, n'est-ce pas, comme votre appréciation de la journée de la liberté de la presse, n'est-ce pas? Revenons à votre question. On revient maintenant à votre question qui consiste à... Évidemment, nous avons été présents voilà. et à grand propos pour pouvoir discuter avec le médiateur. C'est une initiative que nous avons
bien apprécié d'ailleurs. C'est une bonne initiative, ça a permis d'échanger et de discuter sur les véritables problèmes du pays et en particulier sur le bon déroulement des élections législatives à venir. C'est clair dans notre tête que nous n'avons pas besoin de parler de ce terme que vous avez utilisé tout à l'heure, élection inclusive, apaisée et non violente. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Nous avons besoin, nous, seulement d'une élection libre, juste, transparente et équitable. C'est là. Ceux qui ont créé des problèmes dans le pays, par leur comportement et leur choix politique, c'est eux qui parlent d'élections apaisées, inclusives. Pour nous, l'élection, quelle élection n'a pas été inclusive? Dites-nous, c'est quoi? Moi, j'ai demandé aux représentants d'une chaîne internationale qui m'avait posé la question ici que quand Madame Taubira n'a pas eu le parrainage en France, elle n'a pas participé aux élections, ça veut dire que l'élection de la France était exclusive? Non. C'était une mauvaise compréhension de ce que nous faisons ici. C'est clair. Donc, élection ici, il faut que nous parlons désormais d'élections libres, justes, transparentes et équitables pour tous. C'est ce que nous avons besoin, c'est de ça que nous avons discuté. Mais c'est tout à fait normal que quand des gens ont conduit des processus qui ont amené des camarades en prison, qui ont amené des camarades en exil, et qui, en fait, ont renforcé ce processus, a renforcé le pouvoir qui est en place et a renforcé l'arsenal d'une démocratie de la rupture, qui n'est qu'une rupture démocratique et qui nous a imposé une dictature des lois. Alors, des deux côtés, ils peuvent parler d'élections apaisées. Nous avons dit que c'est le pouvoir en place qui parle d'élections apaisées avec son alter ego, quelque part, qu'il a retrouvé dans l'opposition pour parler d'élections apaisées. Nous avons besoin, et le peuple a besoin d'une élection libre, juste, transparente et équitable pour tous. Et c'est sur cette base que nous avons discuté avec le médiateur. Donc, c'est clair que ça a été net chez nous. Nous avons posé les problèmes clairement en ce qui concerne la gratuité de la carte d'électeur. La carte d'électeur doit être gratuite. Il ne faut pas que le processus actuel conduise à ce que nous ayons une carte d'électeur qui soit n'importe quelle carte, etc. Il faut une carte d'électeur qui soit issue du RAVIP là, et qui soit gratuite pour tout le monde, tous les Béninois. Et ça, il faut l'assumer. Nous avons dit on a parlé du processus, mais ça, les grands axes, je voulais vous dire, pour dire qu'il faut une structure politique qui, en fait, regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'ANIP. Parce que l'ANIP n'a pas été prévu pour que nous aboutissions à une liste électorale au début. Donc, il faut cela. Et nous avons fait les propositions en ce qui concerne la présence de l'opposition, puisque nous n'avons pas l'opposition au Parlement. Donc, on a fait des propositions dans ce sens pour que les forces de l'opposition aujourd'hui soient présentes autour de la table pour que ça marche. Nous avons fait une autre proposition aussi importante. Il s'agit bien sûr des 10% qu'il faut réunir. Et là, nous n'avons pas parlé autrement que ce qui se passe maintenant. Vous avez dit, par exemple, que le Parlement a un mandat transitoire. Donc, c'est un Parlement de transition. Donc, c'est une dérogation à la loi actuelle. C'est une dérogation. Donc, nous sommes dans une période de transition. Ce que nous, on avait prévu dans notre programme présidentiel. Avant d'aborder chaque point donc, à chaque instant, nous sommes collés à cette transition au cours du débat avec le médiateur pour lui dire ce qu'il faut pour qu'il y ait une loi dérogatoire permettant bien sûr à l'opposition d'être impérativement présent au Parlement prochain. On va aborder chaque point de vos propositions, mais déjà, parlons un peu de l'organisation générale de cette concertation-là. Sur 16 partis politiques, il y en a 14 qui ont accepté, mais il y a 2 qui ont boycotté. Est-ce que vous voyez un peu cette démarche-là vraiment Oui, mais c'est pas bon de boycotter. On donne leurs raisons. Et nous respectons leurs raisons, c'est tout à fait normal. Par exemple, le président de Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, on va le citer, que nous avons lu, donc nous avons respecté ses raisons. Il reste à discuter avec lui. C'est tout à fait normal. Dans un processus démocratique, il ne faut pas dire que l'uniformisme n'est pas ce qu'on veut. Mais il faut que
quand quelqu'un s'exprime, qu'il assume sa position et qu'il y ait un espace toujours de dialogue. Donc, il ne faut pas balayer du revers de la main ce que les autres ont évoqué comme raison pour ne pas être là. Il faut discuter avec eux, comprendre ce pourquoi ils ne sont pas là. Alors, le président Candide n'est pas venu, mais nous pensons, dans très peu de temps, discuter avec lui et voir ce pourquoi il n'est pas venu en profondeur et voir dans quelle mesure nous pouvons nous entendre pour que le Parlement prochain ne soit pas un Parlement monocolore. C'est important. Lui-même ne doit pas être d'accord que le Parlement soit monocolore. Donc, c'est un espace de dialogue. Une chose est d'avoir pris part à ce dialogue-là, à ce dialogue avec le médiateur de la République, mais l'autre, c'est de voir quelle peut être la finalité. Est-ce que le médiateur à qualité a conduit de tels débats? Et pour vous, qu'est-ce que ça peut donner comme solution? Ça peut donner une solution. Vous savez, dans un pays où tout est bloqué d'une manière ou d'une autre, que nous sommes dans l'ambiance actuelle, il faut pas exclure une possibilité de dialogue. Il ne faut pas exclure une possibilité de dialogue. Donc, nous espérons que le médiateur fera son rapport et va discuter certainement avec le chef de l'État à propos et voir dans quelle mesure tout cela serait fait. Parce qu'il faut restaurer la confiance entre les acteurs politiques. Il faut restaurer la confiance entre le peuple et ses institutions. Et ça ne peut que être à travers ces rencontres que nous pensons qui sont ce que nous avons comme outil aujourd'hui, comme moyen aujourd'hui de dialogue. Il ne faut pas banaliser. Donc, nous sommes d'accord que d'autres peuvent dire que ça peut ne rien donner, mais nous disons que ça peut donner quelque chose. Nous avons espoir. Nous avons confiance. Il faut d'abord avoir confiance, parce que ce n'est pas le problème du médiateur qui serait le problème. C'est le problème des forces de l'opposition. C'est le problème que nous avons posé. C'est le problème des forces de l'opposition. Les forces de l'opposition doivent pouvoir se réunir. Nous avons parlé des assises de l'opposition qui doivent pouvoir se dire les vérités. C'est-à-dire clarifier certaines choses à notre niveau qui permettent bien sûr d'être à des niveaux de débat capables de pousser l'autre à assumer aussi ses responsabilités et que nous puissions avoir un terrain d'entente. Ce n'est pas seulement le médiateur, ce n'est pas seulement le pouvoir en place. Quand il y a dialogue, c'est entre deux parties responsables. Nous disons qu'aujourd'hui, il est normal que nous allions aux assises de l'opposition pour qu'il y ait clarification. Par exemple, qu'on nous dise que l'élection inclusive, exclusive, il faut qu'on cesse de se mentir. L'élection présidentielle passée n'est pas une élection exclusive. Oui, vous avez pris part. Nous avons pris part. Il faut qu'on se dise les vérités. D'autant puisque, qu'est-ce qui a changé maintenant? Et ceux qui disaient que c'était une élection exclusive sont venus maintenant pour dire qu'ils sont les apôtres de la paix et qu'ils veulent maintenant participer aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi la loi qui a changé. Dites-moi ce qui a changé par rapport à 2021. Rien n'a changé. Le président qui est là est toujours le président, c'est le président Talon. Les lois sont toujours maintenues. Les prisonniers politiques sont toujours là. Mieux, il y en a encore de plus. Exilés, il y en a de plus. Et maintenant, ils disent qu'ils vont participer aux élections. Ils crient même pour dire qu'ils vont participer aux élections. C'est la preuve que c'était une stratégie. Ils ont choisi stratégiquement ne pas participer aux élections. Ils vous diront que c'est votre lecture des choses. Moi, c'est ma lecture, mais je pense bien que il faut qu'on en débatte. C'est ce qui bloque le débat. C'est ce qui bloque le dialogue. Il faut qu'on en débatte entre nous, puisque nous nous connaissons. Nous allons nous dire les vérités. Il y a deux possibilités. Qui fera la démarche? Il y a deux possibilités. Nous avons initié. Ils peuvent dire que ce n'est pas possible. Nous sommes l'opposition légitime. D'autres disent qu'il y a des oppositions illégitimes, etc. Ce n'est pas grave. Mais si nous voulons, nous allons faire cette démarche. Et nous allons nous entendre, nous tous, et faire le débat à l'intérieur, ou bien nous faisons le débat face des forces de l'opposition. Nous faisons le débat face au peuple. Le peuple choisit, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous allons dire et apprécier les choses comme nous sommes en train de le dire face au peuple, de manière à les conduire à des débats contradictoires face à vous, pour que le peuple puisse faire son choix. Parce que nous disons qu'ils ont délibérément choisi de ne pas participer aux élections présidentielles. Ça sous-entend que déjà au niveau de l'opposition, n'est-ce pas, on s'entremange, il y a difficulté à s'entendre, à harmoniser les points de vue. C'est une clarification. Si nous ne faisons pas une clarification et que nous n'assumons pas nos responsabilités, comment voulez-vous
que deux camps qui se disent toujours avoir raison s'entendent pour un dialogue. Non, il faut que chacun assume ses responsabilités. Nous disons que la notion d'élection exclusive, inclusive, n'a pas son sens. Nous disons ça. Mais nous disons en même temps au gouvernement que eux, ils sont dans une rupture démocratique. Le pouvoir en place. Ils reconnaissent en voulant dire que ce que nous voulons entendre en 2019, le dialogue, etc., qu'on va s'entendre, etc., ils disaient que c'était des manigances, etc., hein, qu'ils ont qualifié de pagaille. Que c'était de la pagaille. Donc, ils ont instauré l'ordre. Mais leur ordre, nous l'appelons la rupture démocratique. C'est leur ordre qui nous a amenés vers un parlement monocolore. C'est leur ordre qui fait qu'aujourd'hui, on ne constate plus le débat politique normal dans le pays. Donc, leur ordre n'est qu'une rupture démocratique. Ils ont inventé une démocratie que nous appelons la démocratie de la rupture. Donc, eux-mêmes, ils ont instauré un état de loi et non un état de droit. Donc, c'est clair. Chacun assume ses responsabilités pour qu'au cours de cette transition, que nous réglons les problèmes. Nous sommes ouverts. Nous disons que élection inclusive, élection de paix, élection ça là, c'est ceux qui ont créé des problèmes dans le pays qui disent ça. Nous, notre participation et notre procédure n'a jamais amené quelqu'un en prison. Dites-nous qui, de notre côté, s'est battu avec nous, qui s'est retrouvé en prison. Pourtant, nous critiquons, nous discutons de tout. Nous avons notre parti, nous nous sommes déclarés opposants. Nous avons fait un choix qui permet, bien sûr, d'être dans une logique constructive de notre pays. Les autres qui ont fait un choix et qui les a amenés à dire que le pouvoir en place ne peut pas être dégagé, c'est en griffe, hein, par les urnes. Et ils ont choisi leur camp. Ils l'ont fait. Un problème de stratégie se pose. Ils l'ont fait, et attendez, ils l'ont fait, et aujourd'hui, ils sont en difficulté, ils sont obligés de revenir sur ce que nous avons dit, c'est-à-dire aller aux urnes, et pour ce faire, pour qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait la comédie, qu'on s'explique entre nous, et que nous nous entendons sur une stratégie, comme vous le dites, commune. Là, c'est les assises de l'opposition. Nous sommes ouverts pour ça. Est-ce que c'est gagné d'avance? C'est une voie obligatoire où nous faisons les assises entre nous et nous nous entendons et nous nous en sortons. Nous allons répondre aux aspirations du peuple qui veut de l'opposition au Parlement, mais pas une opposition accrochée à des querelles de personnes, une opposition qui va poser des problèmes que vivent les populations et apporter des solutions pour que les populations vivent mieux. C'est cette opposition que les populations veulent. Alors, pour que nous aboutissions à ça et que nous soyons présents au Parlement, nous sommes tenus de faire des clarifications, je vous ai dit, à travers les assises où nous attendons, ou bien nous faisons des débats publics, les débats publics où chacun dit ce qu'il pense et le peuple choisit et le plus fort va s'imposer. Pour que ce débat se fasse, Irina Gossa, il faut qu'il y ait une opposition qui, entre elles, s'accorde une certaine confiance. Votre parti s'est restauré la confiance parce qu'il y a une opposition qui pense qu'il y en a qui essaient de faire valoir au pouvoir qui est en place. Et mieux, il y en a qui pensent que ce dialogue initié par le médiateur est un dialogue de trop parce que les solutions sont encore aux mains de ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui prennent le pouvoir pour ennemi. C'est-à-dire, l'histoire est claire. Il faut comprendre ce qui se passe dans ce pays. Si vous n'avez pas fait un bon diagnostic, on va se perdre. C'est quoi? Le diagnostic est clair. Vous avez, dans ce pays, des camps qui se sont formés politiquement autour des personnalités. C'est ça. Et notre démocratie a souffert de ça depuis. Je l'ai dit sur ce plateau une fois. On avait souffert, bien sûr, de Kérékou Soglo. On s'en sort là maintenant. Kérékou a fait en sorte que nous soyons avec le président Boni Yayi. Mais lui, il n'a pas su gérer pour que nous puissions continuer. Il a fait en sorte qu'on se retrouve encore dans le conflit Yayi-Boni-Talon. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et ceux-là ont pris en otage le pays et se sont mis dans des situations de conflit de personnes. La vision de développement du pays a été exclue. Du coup, quand vous n'êtes pas d'un camp, on vous qualifie de l'autre camp. C'est ce qui se passe.
Donc, et il y a le monopole du pouvoir qui est géré par un camp, c'est-à-dire ceux qui se disent du président Talon, et un autre se dit que lui, il a aussi le monopole de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui se disent proches du président Yahi Boni. Et là, ils ont mis un dispositif qui dénigre totalement le développement du pays, qui crée des problèmes. Vous pensez qu'il faut changer cela? Il faut changer le visage de cette politique. C'est à cause de ça que nous sommes nés. C'est pour cela que nous sommes nés. C'est pour changer cela. Et puisque nous changeons cela, et que nous ne sommes ni de l'un ni de l'autre, il est normal que les deux soient contre nous. Vous voyez sur le terrain, les deux soient contre nous. L'autre dit qu'ils ont le monopole de l'opposition. Ça veut dire qu'ils sont dans un système dictatorial, parce que tout système de monopole porte atteinte à la concurrence et s'oppose à la démocratie. De la même manière, les autres ont le monopole du pouvoir, donc ils s'opposent aussi à la démocratie et ont instauré ce que nous appelons la dictature des lois. Donc, les deux systèmes sont en place et conduisent le pays dans un état de manque de confiance, de troubles, et d'inclusion et d'exclusion, de manque de paix. Donc, les deux systèmes vous parlent d'élections apaisées, d'élections inclusives ou exclusives. Mais nous ne sommes pas dans leur logique. Pas du tout. Mais dans ce contexte, donc, nous sommes dans leur logique. Nous sommes dans une logique claire qui est l'aspiration du peuple. Le peuple veut aujourd'hui que nous ayons des élections libres, justes, transparente et équitable. C'est ce que le peuple veut. Juste ce que le peuple veut. Alors, quelles sont les chances, M. René Agossa, pour que cette rencontre que vous souhaitez entre les forces de l'opposition puisse se tenir, étant donné que vous avez toute une autre lecture des choses? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse dire que vous voulez prescrire, je ne sais pas, une ligne de conduite aux forces de l'opposition? Non, les forces de l'opposition sont obligées aujourd'hui d'aller à une clarification. Où se trouve l'obligation? L'obligation, d'autant plus que, comme mon cher ami vient de le dire, Monsieur Herman Aniamboussou vient de le dire, c'est qu'on dit qu'il y a dans l'opposition ceux qui sont de la tendance du président Talon et ceux qui se disent purs. Mais les électeurs se perdent dans cette histoire. Et ceux qui disent que ceux qui sont de Talon, d'autres qui sont de tel, etc., c'est ceux-là qui créent la zizanie. Puis c'est ceux-là qui montraient que le vote était inutile, qu'il ne fallait pas aller voter. C'est ceux-là qui disent que le vote est inutile. Si vous votez pour eux, c'est que vous votez pour les mêmes tendances. C'est ce qu'ils disent. Et ils se disent capables, eux, d'aller représenter l'opposition, qu'ils ont le monopole. Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que ce qu'ils ignorent, comme vous le dites, c'est-à-dire quoi? Si nous ne faisons pas cette clarification et que nous ne battons pas, l'antidote de cette opposition-là, le pouvoir en place là, le pouvoir en place les a battus quand ils étaient au pouvoir. Quand nous étions tous au pouvoir, le pouvoir en place là, le pouvoir en place nous avait battus quand on était au pouvoir. Et après le pouvoir, donc, ils ont le secret pour nous battre, pour battre cette forme d'opposition. C'est là qui se cramponnent autour d'un homme et qui vilipendent l'autre, qui se base sur la haine, la méchanceté, le mépris. Ils ont le secret pour battre cette opposition-là. Donc, ils attendent, ils vont le faire. Mais nous, ils n'ont pas le secret de nous battre. Nous avons, nous, plutôt l'antidote de ces systèmes-là. Et c'est pourquoi nous disons que nous devons nous voir quelles sont nos chances. Les chances, c'est que si nous ne le faisons pas entre nous, comme je vous l'ai dit, nous allons le faire de façon publique et populaire. Nous allons entrer, et comme on a déjà commencé, par les médias, partout, dans les villages, etc. Expliquer ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Les pousser à ce que nous fassions le débat public. S'ils ne le veulent pas ici, au niveau des plateaux, ils sont obligés de le faire avec nous, devant les militants, devant les votants. Donc, et les votants vont choisir et faire leur choix par rapport aux problèmes qu'ils vivent et non par rapport à des hommes qui sont au pouvoir ou bien qui ont été au pouvoir. Donc, nous allons sortir de cet engrenage, l'engrenage lié aux personnes, l'engrenage lié aux intérêts privés, l'engrenage lié aux envies d'un système dépassé
Nous allons quitter ça. Et nous allons nous mettre maintenant dans une logique de développement du pays. C'est une transition, ce Parlement. Donc, nous allons prendre toutes les dispositions pour que les hommes de valeur soient au Parlement. Nous nous regorgeons d'hommes de valeur et nous n'avons pas pour principe de débattre en leur sein la suspicion, le mépris, la haine et la méchanceté. Non. Ailleurs, ça se fait, c'est ça? Ailleurs, ça se fait puisqu'il le montre. Il le montre, c'est ça qu'il faut se dire. C'est cette haine, c'est cette méchanceté gratuite qui a conduit les camarades en prison. De part et d'autre. De part et d'autre, nous disons. De part et d'autre, du fait qu'ils ont cristallisé le débat politique autour du président Talon, autour du président Yahi, de l'ancien président Yahi. Disons-nous la vérité. Qu'ils soient dans le développement. Cela a mis de côté les questions de développement. Sinon, qu'est-ce qu'ils nous disent, nous? Ils nous disent que nous avons été aux élections, qu'on a appuyé le président Talon. Aujourd'hui, si eux, ils vont aux élections. Ce que vous avez souvent démenti. Attendez, s'ils vont aux élections, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi écrire pour dire qu'ils vont aux élections? Qu'est-ce qui a changé? Demandez-leur, posez-leur la question. Qu'est-ce qui a changé? Si rien n'a changé et qu'ils veulent aller aux élections, ça veut dire que stratégiquement, ils avaient refusé de participer à l'autre élection. De façon volontaire. C'est votre appréciation. Bon, c'est même une démonstration à votre niveau. Si quelqu'un qui disait quelque chose, qui ne participe pas à une élection pour des raisons claires, et rien n'a changé, une élection vient et il veut participer, ça veut dire que c'était un choix. C'était un choix. C'est pourquoi nous respectons la position, par exemple, du président Candide. Je l'ai dit partout. Pour se dire que c'est cohérent. Et celui-là, par exemple, est dans une cohérence. Et on peut débattre de stratégie avec le président Candide Azanaï, puisqu'il est dans une cohérence. Mais les autres, vous voulez débattre de quelle stratégie avec eux? Il faut d'abord régler le problème de leur dépendance vis-à-vis d'un ancien chef d'État qui est contre l'autre de façon que nous ne savons pas. Vous les trouvez manipulés. Donc, s'ils ne sont pas manipulés, qu'est-ce qui a changé actuellement pour qu'ils aillent aux élections? Alors, il n'a qu'à le dire. Il n'a qu'à le dire au peuple. C'est ça que nous allons dire au peuple. Pour dire que si rien n'a changé et que vous êtes aujourd'hui les apôtres de la paix, ça veut dire qu'en temps volontairement, vous avez choisi ne pas être dans cette logique. Et ils doivent l'assumer. Nous devons tous l'assumer. Nous disons, il faut l'assumer pour clarifier maintenant la situation et obliger le pouvoir en place à comprendre que nous sommes dans une rupture démocratique. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas ça, vous allez voir que le pouvoir en place n'assumera jamais sa position actuelle. C'est quand nous allons le faire ainsi que le pouvoir en place serait tenu d'assumer sa position aujourd'hui, une position de rupture démocratique qui nous a conduit dans ce que nous appelons un parlement monocolore et qui serait tenu maintenant de voir dans toutes les dispositions aujourd'hui de loi, comment faire pour que impérativement nous ne soyons plus dans cette situation. Alors pour 2023, pour les élections législatives de 2023, il y a que les dispositions des tests prévoient une question de 10%, n'est-ce pas, avant de décrocher un poste. Il y a, pour ne pas décrocher un siège, il y a qu'au cours des échanges avec le médiateur de la République, bien de formations politiques sont revenues sur ce détail. Quelle est la position, n'est-ce pas, du parti Restaurer la confiance? Notre position est claire, puisque il n'est pas prévu par les tests qu'un Parlement aura un mandat de 3 ans. Ou bien, c'est une dérogation à la loi qui permet à ce que nous soyons dans cette situation. La Constitution révisée l'a prévu expressément. Pour permettre à ce que, en 2026, on ait des élections générales. On ait des élections générales avec pas de mandat de 3 ans. Un mandat désormais de 5 ans. Ou bien, c'est ça. Donc, nous sommes dans une situation dérogatoire à la loi, selon nous. Et nous pouvons alors jouer sur ça. Et nous devons faire le diagnostic clair. Le problème que pose notre démocratie aujourd'hui, c'est l'absence d'une autre force, c'est-à-dire une force de l'opposition, des forces de l'opposition au Parlement pour que le débat parlementaire soit démocratique. C'est ça ce qui, en fait, se pose comme problème à notre démocratie. À l'instar de ce que nous avons fait pour les femmes. Ils ont fait pour les femmes.
pour dire qu'impérativement, quel que soit le choix des partis politiques, c'est qu'on se retrouvera avec 24 femmes au Parlement. Nous devons faire ce choix. Parce que nous avons vu aujourd'hui qu'il peut y avoir des élections dans notre pays et que l'opposition peut ne pas être au Parlement. Donc, nous avons fait la proposition simple pour dire il faut prendre une loi dérogatoire et permettre à ce que, si aucun parti de l'opposition ayant participé à cette élection n'a réuni les 10%, alors les partis là, ces partis, les deux premiers de ces partis sont considérés comme ayant eu 10% et participent à la répartition des sièges. Ça, c'est une mesure qui permet à ce que les partis de l'opposition, les députés de l'opposition seront présents au Parlement. Cette proposition ne prend pas en compte les partis de la mouvance. Vous ne parlez que des partis de l'opposition. Ça veut dire qu'au sein de la mouvance, on peut avoir 10%. Ce n'est pas votre problème. Mais au sein de l'opposition, vous ne prenez pas les 10%. C'est pas un problème. Le problème qui se pose dans le pays et à notre démocratie aujourd'hui, ce n'est pas la présence de la mouvance ou non. Dites-nous. C'est l'absence de l'opposition. Moi, nous parlons vous prêchez pour votre chapelle. Nous parlons sur votre base d'un diagnostic. Faites le diagnostic. Si vous voulez traiter un mal, il faut le connaître. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire passer une loi en parlant de la mouvance présidentielle? Non. Dites-nous quelle loi vous voulez passer. C'est pourquoi d'ailleurs, nous disons que ce que nous disons n'est pas la même chose que ce que dit le PRD, par exemple. Non, nous ne sommes pas dans la même logique. Le PRD dit quoi? Le PRD est dans une logique de minorité et majorité liée au camp du gouvernement, de ceux qui soutiennent l'action du gouvernement. Comment voulez-vous nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous avons proposé quelque chose qui, en fait, découle d'une observation claire. Notre problème, et le problème de notre démocratie aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les tendances de l'opposition au pouvoir. Mais est-ce que c'est pas un aveu d'incapacité au Parlement? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'incapacité pour l'opposition de dire, vous de la mouvance, dérangez pour avoir les 10%, mais nous de l'opposition, tant qu'on n'a pas les 10%, on est éligible à la répartition des sièges. Est-ce que le mieux, ce n'est pas de faire comme le PRD en disant, on saute le verrou des 10%, ou alors... non, le PRD a un autre problème. Oui, allez-y. Le PRD a été victime je vous ai dit, le PRD, le PSD et les autres partis ont été victimes de la guéguerre Kérékou-Soglo. Ils n'ont pas pu s'en sortir du point de vue idéal, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que le PRD, lui, n'a pas pu réussir à faire? Il n'a pas pu s'intégrer dans la rupture démocratique. Il n'a pas pu s'intégrer dans la rupture démocratique. Donc, lui, il n'a pas pu s'intégrer dans les blocs. Ouais. Donc, sinon, le PSD n'a pas le même problème. Le président Amoussou a réglé son problème en étant dans le bloc progressiste. Mais lui, il n'a pas pu. Donc, le PRD est en train de faire une lutte de survie politique. De survie politique. C'est votre appréciation. De survie politique au sein d'un système où il n'a pas pu intégrer. Il était là quand on a voté les lois. Il était dans la logique de la rupture démocratique. Le PRD ne défend pas un processus démocratique, non. Il défend une machine de rupture démocratique. Il veut avoir une place dans la rupture démocratique. C'est ça. Il défend une place à lui. Nous sommes d'accord, c'est légitime. C'est légitime. Mais cela ne répond pas au problème que la démocratie béninoise a aujourd'hui. Est-ce que la question... Donc, le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'absence de l'opposition au pouvoir, au Parlement. Et le PRD n'est pas un parti de l'opposition. Le PRD est au gouvernement. Alors, le PRD est de la rupture démocratique et la proposition du PRD, c'est pour renforcer la rupture démocratique afin que lui puisse trouver sa place au sein de ce groupe. S'il était président d'un bloc, il n'allait pas parler. La preuve, vous avez vu, le président Amoussou ne parlera pas de quelque chose parce que le PSD s'est déjà trouvé une place, enfin sa tendance au sein
de la rupture démocratique. Alors, Donc, la proposition du parti Restaurer la confiance, Herman Aniabossou posait la question tout à l'heure de savoir comment les formations politiques souhaitent, surtout celles de l'opposition, n'est-ce pas, souhaitent par exemple pour la mouvance qu'elles peuvent se débrouiller pour avoir 10%, mais quand il s'agit de l'opposition, en fait, c'est un peu une question de négociation, une manière de quémander les choses. C'est pas quémander. En 2019, il n'y a pas eu élection dans des circonscriptions électorales. Il n'y a pas eu de députés désignés. Parlons de choses sérieuses. C'est pas quémander, c'est un droit. Nous sommes en train de poser les conditions pour que ce qui manque à notre démocratie soit retrouvé. En 2019, il n'y a pas eu d'élection dans des circonscriptions. Il n'y a pas eu de vote. On a désigné les députés. Ils ont été désignés ou élus? Encore que la question des 10%, peut-être que vous l'abordez. Les députés ont été élus ou désignés. C'est pas grave. La question que je vais vous l'aborder. Est-ce que le 10% doit être un problème alors que le débat de fond, c'était plutôt 15%? Ce n'est pas un problème. Nous ne posons pas ça comme un problème maintenant. Nous avons dit, vu les circonstances, et que nous tous, nous sommes d'accord que l'absence de l'opposition au Parlement prochain serait vraiment incompréhensible pour tout Béninois. C'est pour ça que nous proposons cela. C'est juste une question de choix pour permettre à ce que nous ne soyons pas encore dans une situation qu'on va déplorer. Si un seul parti de l'opposition a 10%, nous, notre condition n'est plus réglée, n'est plus à prendre en compte. C'est ce que nous avons dit. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, la présence de dire que si aucun parti, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre, c'est pour que nous nous battons, nous tous. Nous allons nous battre pour que nous ayons les 10%. Mais nous disons qu'au cas où on ne sait pas, puisque c'est impératif, au cas où ça serait ça, voilà une porte de sortie pour que nous puissions trouver solution. Que les deux premiers partis de l'opposition puissent être éligibles. Parce que vous estimez que votre parti de la confiance ce n'est pas est sûr, certain d'être deuxième ou vous pouvez vous trouver troisième ou quatrième sur la... Ce n'est pas en visant n'importe comment restaurer la confiance. C'est en parlant, bien sûr, de ce que nous vivons dans le pays et trouver solution. C'est ainsi que le PRD, ne sachant pas que la loi votée là va s'occuper de lui un jour, qu'il était président du Parlement, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. C'est ça, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Aujourd'hui, ils parlent de 10%, mais il était président, leur président était président du Parlement, et le président actuel des démocrates était vice-président. Aucun d'eux ne savait qu'ils allaient se retrouver dans une situation où la loi qu'ils votaient là va être un obstacle pour le processus démocratique. S'ils avaient pensé à la démocratie, à penser au développement du pays, ils allaient revoir cette loi. Ils pensaient. Et vous pensez que l'heure est venue de revoir les choses? Pensez-vous que les 10% constituent un problème, sinon un blocage pour l'opposition particulièrement? Nous l'avons dit, non, je vous répète, ce n'est pas ça le problème. C'est le contexte actuel dans lequel nous sommes. Et que nous sommes dans un système, dans un mouvement de transition. Il faut faire en sorte que les erreurs du passé ne reviennent. Il faut empêcher cela. Il faut que nous soyons dans un principe de restauration de la confiance. C'est ça, notre démarche. Et notre démarche ne demande pas d'annuler la loi. Non, nous avons dit de prendre une loi dérogatoire juste pour la circonstance. Et nous continuons. Et l'erreur même de cette loi, c'est de n'avoir pas eu une période transitoire. Et ils ont vous parlez de quelle loi? Même la loi électorale, pour changer, il faut une période transitoire pour que les gens s'adaptent. Ils ont voulu rapidement faire les choses et ça les a rattrapés. Et tout le monde s'est retrouvé dans un système où personne n'a prévu qu'on aurait un Parlement monocolore. Donc c'est ça, il faut éviter cela pour que en 2026, nous entrons dans une nouvelle ère et que les débats soient de vrais débats au Parlement et que nous puissions aujourd'hui avoir la certitude d'être dans un pays où on respecte les lois et qu'on est esclave des devoirs. On voit bien que la position de respecte la les confiance lois et qu'on soit esclave des devoirs. On voit bien que la position de la confiance tranche avec celle du PRD et d'autres partis politiques, puisque vous, les 10%, il faut en tenir compte à des conditions données. Mais c'est quoi la faisabilité? Parce que si on se retrouve à une élection législative ou législative, où il y a plusieurs partis qui réunissent les 10%, qu'est-ce qui va se faire dans ce cas?
Mais la loi est claire, si plusieurs partis retenus les 10%, ces partis sont qualifiés et la proportionnelle se réalise avec ces partis. Nous avons un système de proportionnelle relative, donc on dégage ceux qui remplissent les conditions. Si vous êtes un certain nombre, vous allez à la proportionnelle intégrale. Et vous partagez les sièges. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, nous, si nous sommes contre les 10%, on allait dire de sauter. Si un parti de l'opposition à 10%, bravo, pour nous, l'opposition est représentée au Parlement. Et votre combat, c'est pour que l'opposition soit représentée au Parlement. C'est pour ça qu'il faut une stratégie commune. C'est pour ça que nous parlons des assises. Nous avons une cohérence. C'est pour ça qu'il faut parler des assises et que nous avons une stratégie commune de manière à ce que l'opposition soit présente, non seulement présente, mais qu'elle soit majoritaire. Donc, c'est ça. Et pour qu'elle soit majoritaire, il faut cesser avec cette question de opposition pure, opposition impure, des conneries que certains racontent. Il faut cesser parce qu'ils ne peuvent pas aller au Parlement et être majoritaires. C'est faux. Je vous dis que le président Talon et son équipe, ils ont les antidotes face à ceux-là, ceux qui se disent opposition pure là. Ils ont les antidotes. D'ailleurs, ils ont tout fait pour que eux, ils puissent faire le mauvais choix stratégique de n'avoir pas participé. Mais nous savons déjà. C'est ceux-là que vous voulez composer maintenant. Vous voulez composer avec eux. Nous voulons composer. Vous ne risquez pas d'être aussi pris dans la même. Nous voulons composer que ceux-là. En étant clair, en étant responsable des choix. Si nous ne faisons pas ce choix responsable, si nous ne disons pas ce qui s'est passé, si nous n'apportons pas des clarifications, on serait incompris sur le terrain et nous-mêmes, nous allons récolter ce que nous avons semé. Il faut absolument cette clarification en notre sein. Et je pense que nous allons le faire parce que nous irons sur le terrain le faire. Si ce n'est pas possible entre les quatre murs, je vous ai dit, ça serait possible sur le terrain de façon publique et populaire. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous envisagez après cette rencontre avec le médiateur de la République où, je dirais, les problèmes ont été posés par les différentes formations politiques? Quel est, je dirais, le souhait du parti restaurer la confiance? Le souhait du parti restaurer la confiance, c'est clair. Comme nous avons dit, nous avons continué nos démarches en vue de cette assise de l'opposition. Nous allons rencontrer les différents présidents, y compris même le président des démocrates. Nous n'avons rien contre eux. C'est peut-être eux qui ont des problèmes à leur niveau. C'est eux qui ont des problèmes en disant que... C'est votre ancien parti. Oui, bon, nous n'avons aucun problème. Vous avez vu aujourd'hui que Mélenchon, le président Mélenchon n'avait aucun problème avec les socialistes. C'était son parti. Mais aujourd'hui, ils sont plus forts, donc ils ont discuté. Ce qui est clair, nous allons discuter avec eux. Nous sommes clairs parce que nous n'avons aucun problème, ni avec FCBE, ni avec Restaurer l'Espoir, ni avec les démocrates, ni avec aucune force de l'opposition ne nous crée de problème. Nous sommes clairs, nous pouvons discuter avec n'importe quelle force pour conduire à ce que nous ayons une stratégie commune en vue, bien sûr, des résultats escomptés pour les élections législatives prochaines. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est que nous n'aimons pas ce pays. Si nous ne faisons pas, nous n'aimons pas ce pays. Au-delà de la question des 10%, Monsieur René Agossa, au-delà de la question des 10%, est-ce qu'il y a un autre problème qui se pose à l'heure actuelle au niveau des tests et de leur contenu pour qu'on puisse avoir une élection apaisée, pour ne pas dire une élection libre, juste et équitable? Nous avons posé les problèmes, nous avons posé ces problèmes, bien sûr, la liste électorale, etc. Nous avons posé ces problèmes et nous pensons que ça doit trouver solution. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Nous n'allons pas dire que tout dépend du pouvoir en place. Le pouvoir en place prendra sa responsabilité à partager selon vous. Si vous voulez gagner, vous prenez aussi des dispositions pour nous gagner. avons aussi les 10 dernières minutes de notre émission. René Agossa, on va parler un peu, on va baisser un peu le mercure pour parler de ce qui nous concerne. De ce qui nous concerne, la cherté de la vie. Comment vous la vivez, cette cherté de la vie là? Oui, tout à l'heure, il parlait de est-ce que c'est les conditions de 10% seulement pour réussir? J'allais abonder dans ce sens. Non, il n'y a pas que les conditions de 10% pour réussir. Il faut présenter maintenant une offre aux populations qui cadre avec les problèmes que les populations vivent. Aujourd'hui, la question de la cherté de la vie est là. Les Béninois n'arrivent. Vous la vivez aussi ou vous êtes, ça dépend parce que... On la vit puisque même si personnellement, je ne la vis pas directement, mais de façon indirecte, je vis ça.
D'autant plus que j'ai des parents, j'ai la famille de partout, mais je vis ça aussi, d'autant plus que nous sommes tous sur le même marché. Nous payons les mêmes choses et nous vivons les mêmes conditions. Il n'y a pas une condition particulière pour telle classe ou autre. Donc, nous sommes tous dedans, mais chacun vit ça par rapport à son échelle de la société. Chacun a ses vrais. Donc, ce qui est clair, c'est que nous sommes dans l'extrême pauvreté aujourd'hui. Il est plus difficile d'être pauvre en 2022 que d'être pauvre en 2019. Il est plus difficile d'être pauvre. On ne comprend pas. Il est plus difficile d'être pauvre. Parce que le pouvoir d'achat s'amenuise davantage, vous voulez dire? Très bien. Le pouvoir d'achat s'amenuise. Et les exigences sont énormes. Les besoins augmentent. Et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Donc, et nous avons en face un pouvoir qui a fait le choix de soutenir les riches et d'appauvrir les pauvres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un pouvoir qui a fait le choix de l'antisocial. D'autant plus que durant 5 ans, eux-mêmes, ils assument pour dire qu'ils n'ont pas fait du social et que les 5 ans, là, maintenant, vont servir au social. Moi, je ne fais que du factuel. Hein. Ça veut dire que ce qu'ils avaient fait en temps, c'était quoi? L'antisocial. Ou bien c'était insuffisant. Même, c'était la rupture. C'était insuffisant. Et maintenant, il veut mettre l'accent sur le social. Mais si vous voulez mettre l'accent sur le social, vous devez changer votre modèle économique et votre modèle politique. Les trois vont de pair, vont ensemble. Donc, si vous prenez un modèle économique, un modèle politique, ça équivaut à un modèle social. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire du social, du pur social, du hautement social, ouais, si vous ne changez pas votre modèle économique et votre modèle politique. C'est là où on n'est pas d'accord avec eux. Ils n'ont pas changé. Et ils n'ont pas tiré, le président Talon n'a pas tiré suffisamment de leçons. On n'a pas tiré suffisamment de leçons des élections présidentielles. Non, les élections présidentielles... Quelles leçons devrait-il en tirer? C'est de changer et d'aborder une nouvelle ère. C'est-à-dire que les populations se disent, nous voulons vivre maintenant. Nous voulons vivre. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement a pris acte en déclarant ce nouveau quinquennat, n'est-ce pas, en déclarant le hautement social? C'est dire qu'on a tiré leçon, ma foi, des différentes craintes, des coups de gueule des populations, et qu'on passe du hautement social. C'est où? On pose le problème. Mais je vous dis, ils n'ont pas changé le modèle politique et le modèle économique qui les a poussés à être dans une situation d'un social. Quel changement souhaitez-vous, Irénée Agota? Il faut changer le modèle économique. Le modèle économique, c'est de ne plus être défenseur des riches. C'est-à-dire, il faut déjà abroger la loi numéro 2017 du 5-05 plutôt du 29 août 2017. La loi sur l'embauche qui a été votée au Parlement, qui a été la base de la précarité et aussi du chômage dans notre pays. Les employeurs sont devenus forts. Vous avez décidé de fermer les yeux exprès sur les 80 milliards que le gouvernement a prévu pour pouvoir soutenir ces chercheurs de la vie. Ils ont renforcé le pouvoir des employeurs. J'en ai pour preuve la fois dernière quand le chef d'État discutait avec les partenaires sociaux, les syndicalistes et les employeurs. Vous avez vu la posture des employeurs autour de lui? Ils étaient heureux, à l'aise. Ils n'ont aucun problème. Les 80 milliards sont allés où? Dans la poche, bien sûr, de ces employeurs. Si c'est la réduction des tasses et autres à leur niveau, ils ont créé combien d'emplois? Et combien de sociétés ont été fermées? Combien sont en chômage dans le pays? Combien sont en précarité? L'échec de ce système économique est que le chef d'État lui-même dit qu'il préfère la précarité au chômage. C'est-à-dire qu'il préfère un Béninois qui soit payé en 9 mois sur 12 que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout payé. Il n'y a pas un système économique. Il n'y a pas de logique là-dedans, selon vous? Pas du tout. Il n'y a aucune logique. Aucune logique. Il n'y a pas un système économique qui produise la précarité sans le chômage. Les deux vont de pair. Si vous avez un système économique qui produit la précarité, c'est un mauvais système économique.
il faut bannir ce système économique. Le malaise lié à la cherté de la vie n'est pas propre au Bénin, c'est un peu partout. C'est une crise mondiale. C'était pas une crise mondiale avant que le président n'ait son second mandat. Les crises ont commencé après, je dis, la crise liée à la Covid et la crise relative maintenant à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien avant ça, il n'y avait rien. Et pourtant, on parlait du rehaussement social. C'est pourquoi je vous dis que c'est un choix politique et un choix économique. Vous ne pensez pas que ces événements que vous avez cités... Ces événements sont venus aggraver la situation et qui obligent le pouvoir à changer carrément de modèle économique et de modèle politique. C'est ça, vous avez vu un peu partout, les gens ont changé leur modèle et se sont adaptés au nouveau système. Mais ici, c'est qu'on a refusé de changer de modèle. On a refusé de changer de modèle. Et on se dit qu'on va résoudre les problèmes à partir de l'autre modèle. C'est pas possible. C'est pas possible. La preuve, une tournée gouvernementale, pour aller expliquer quoi? Pour aller expliquer aux gens. On ne peut rien en tirer, vous pensez? Elle n'est pas opportune. Elle n'est pas opportune. Ce n'est qu'une similitude entre les deux systèmes dont je vous ai parlé. La démocratie de la rupture et la démocratie du changement. C'était les deux systèmes. Ils se ressemblent à des niveaux. Donc cela n'a aucun sens. On a donc pas besoin, selon vous, de sensibiliser les commerçants. Comment on va sensibiliser les commerçants sur les avantages qu'on leur accorde? Vous-même. Si on veut vous sensibiliser, on veut dans cette maison vous accorder des avantages. Et on a dit qu'on vous a accordé des avantages. On est obligé de venir vous dire qu'on vous a sensibilisé. C'est vous qui allez vous réunir déjà pour applaudir les responsables de cette maison et dire que vous vivez déjà des avantages. Donc, il n'y a pas, en principe, à faire autre chose que de changer le modèle politique, le modèle économique de notre pays. Et nous avons des exemples. Notre pays est un pays bien. Notre pays est un pays qui peut se développer. Notre pays a beaucoup d'opportunités. Ce pays est un pays bien placé. Nous ne devons pas subir les chocs de cette manière. Donc, nous proposons notre modèle. Et nous avons dit que notre modèle est le modèle le plus adapté aujourd'hui, selon nous, pour le développement. D'autant plus que le modèle qui est là produit la précarité et le chômage, détruit les emplois, détruit la confiance et instaure, bien sûr, la contrainte et la force pour l'adhésion à leur vision. Et quel est ce modèle-là? Donc, c'est le modèle qu'ils ont dit, c'est leur modèle, ça. Nous, notre modèle est totalement clair. C'est que nous allons respecter les lois et nous serons esclaves des droits. Nous allons respecter les lois et nous serons esclaves des droits. C'est cette société que nous allons créer. Respecter les lois et être esclaves des droits. Ça veut dire que nous allons instaurer un état de droit, clairement, avec un parlement, comme vous l'avez dit. Donc, nous sommes en train de dire que ce soit un parlement digne de ce nom et que le système économique est un système qui doit permettre à ce que les opportunités soient mises à disposition de ceux qui méritent et de la grande couche. Donc, nous allons avoir un autre système de distribution. Et nous allons multiplier les opportunités en donnant la possibilité au Bénin d'être dans son couloir le plus favorable. Un pays de transit et de service. Nous allons mettre aussi plus l'accent là-dessus en comptant bien sûr sur le Nigeria qui est une ressource énorme pour nous. Plus de 200 millions de bouches à nourrir à côté, nous pouvons le faire. Nous allons le faire bien sûr en nous collant aux besoins du peuple. Le besoin du peuple aujourd'hui, c'est un peuple qui veut la liberté, la justice, la transparence, l'équité, en renforçant l'administration, en mettant le peuple en sécurité, donc en réduisant le déficit de confiance. Nous n'allons pas aggraver le déficit de confiance. Nous sommes là pour permettre à ce peuple d'avoir la chance d'évoluer. Nous allons dire sur le plan économique, pour vous dire que le Bénin a un potentiel énorme dans les hydrocarbures. Pourquoi on ne l'exploite pas? Nous sommes contre le fait que le gasoil soit à ce prix à la pompe. Nous sommes contre que l'essence soit à ce prix à la pompe. Il est possible qu'un
dans cette période, le gasoil et le pétrole soient à moins de 500 francs à notre pompe. Il suffit simplement d'utiliser le potentiel que nous avons dans ce domaine. Nous sommes contre que le gaz domestique soit à 10 000 francs. Aujourd'hui, près de 10 000 francs. Ce n'est pas bien pour le pays. Nous avons un potentiel pour le faire. Nous sommes contre que nous soyons aujourd'hui dans la désertification, en encourageant presque le charbon de bois comme source d'énergie locale, domestique plutôt. Je ne suis pas d'accord. Et nous pensons que le Bénin peut s'en sortir. On vous a laissé... Si nous pouvons suivre ce que nous avons dit. Ce serait votre mot de conclusion, nous allons faire. On vous a laissé les dernières minutes pour votre mot de conclusion. Merci d'être passé. Nous a gratifié de ce projet de société. Mais merci à vous d'être passé sur Zone Franche. À nous de vous remercier. Et nous souhaitons que vous participez à ce débat populaire qui va permettre à l'opposition d'avoir une clarification et enclencher le dialogue. Merci à vous. C'était donc Zone Franche de ce dimanche 8 mai 2022. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.